Bonjour, bienvenue sur Lueur. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au phénomène de bilocation. Mais avant cela, j'aimerais vous faire part d'un message que nous avons vu sur un groupe Facebook de quelqu'un qui nous demande de nous intéresser de plus près aux expériences réalisées à l'Université de Genève sur les phénomènes de décorporation et par extension sur les NDE. Cette étude, publiée par le docteur Patrice Vandenberg en 2014, décrit des expériences de décorporation provoquées par l'induction d'un champ électromagnétique sur le crâne d'un patient ou de patients. Selon certaines sources, sur les 13 participants à cette étude, 9 d'entre eux ont vécu une expérience de décorporation significative et des sensations pareilles ou semblables au récit de MI, comme la vision panoramique, une sensation de paix et de bien-être, et même des rencontres avec des personnes décédées. Malheureusement, les liens donnés par cet auditeur ne mènent pas directement à l'étude citée. On trouve des articles de presse grand public ou des articles scientifiques n'ayant aucun rapport avec les NDE, ou encore d'autres articles ayant un rapport avec les NDE, mais ne parlons pas d'induction de décorporation grâce à une stimulation électromagnétique. Nous aimerions beaucoup avoir accès à ces articles pour pouvoir en parler ouvertement, les étudier, voire même inviter les personnes ayant participé à cette recherche, qu'ils soient des patients ou des scientifiques. Donc, si parmi vous, chers auditeurs, vous connaissez des personnes ayant fait partie de l'équipe du docteur Patrice Vandenberg ou que vous connaissez le moyen d'atteindre ce chercheur, nous prendrons directement contact avec lui ou des membres de son équipe pour l'inviter ou les inviter sur ce canal. Si d'autre part vous connaissez une ou plusieurs des 13 personnes ayant participé à cette étude en tant que patients, nous serons également heureux de les inviter à s'exprimer sur Lueur. Voilà, pour revenir au sujet de cette vidéo, celle d'aujourd'hui, je voulais vous parler des états de bilocation ou de téléportation, on pourrait les appeler, ou encore de matérialisation, qui sont des concepts assez proches mais qui ne décrivent pas les mêmes phénomènes. La bilocation est le pouvoir pour une personne de se retrouver en deux endroits en même temps, parfois sous une forme éthérée, et d'autres fois, les témoins de bilocation peuvent interagir normalement avec la personne bilocalisée, voire même la toucher et lui parler. La matérialisation, elle, décrit un phénomène où certaines personnes seraient capables de faire apparaître des objets ou de les déplacer d'un endroit à un autre, même quand il y a une barrière physique qui devrait l'en empêcher. Comme par exemple un objet enfermé dans une bouteille qui se trouve téléporté à l'extérieur de cette bouteille sans avoir à ouvrir le récipient. Voyons ensemble ces différents concepts. Commençons par la bilocation, avec certains des exemples les plus connus. Il y a de nombreux exemples de personnes et de saints capables de bilocation dans l'Église catholique. Les plus célèbres étant Saint François d'Assise, Saint Antoine de Padoue ou Saint Joseph de Cupertino, qui ont vécu au XIIe siècle pour les deux premiers et au XVIIe pour Saint Joseph de Cupertino. Plus tard, au XXe siècle, un des plus célèbres est Padre Pio, qui a par ailleurs reçu les stigmates et qui est apparu à une assemblée en prière, en bilocation. Mais l'histoire de bilocation la plus fascinante, à mon sens, est celle d'Yvonne Aimée de Malétroit. Yvonne de Malétroit était une mystique chrétienne qui a vécu au XXe siècle. Elle est née en 1901. À l'âge de 9 ans, elle écrit avec son sang un pacte avec le Christ où elle promet une dévotion sans faille et une soumission parfaite. C'est une vocation rare chez un enfant si jeune. Très vite, elle part aider les pauvres à Paris. Elle tombe bientôt malade et arrive chez les sœurs Augustines, où elle aura une révélation. Jésus lui apparaît et lui demande si elle veut porter la croix qu'il lui présente.
Elle aurait répondu alors que oui, de tout son cœur. Jésus lui dit alors que, grâce à elle, une guerre que connaîtra la France sera abrégée. Malgré sa maladie, elle désire ardemment prononcer ses vœux alors qu'on lui donne l'extrême onction, persuadée qu'elle ne passera pas la nuit. Mais Yvonne Aimée s'en sort de justesse. Elle restera dans le couvent des sœurs Augustines de Malétroit et recevra les stigmates à plusieurs reprises. En 1922, elle énonce une prophétie en disant que la France sera envahie par des hommes en verre et des cylindres qui tomberont du ciel, annonçant ainsi la Deuxième Guerre mondiale. Détail intéressant, à l'époque de sa prophétie, les Allemands n'avaient pas d'uniforme vert, mais les ont adoptés peu après. Durant la Deuxième Guerre mondiale, elle cache des maquisards et des juifs dans le couvent alors que celui-ci est réquisitionné par les Allemands. Elle se fera arrêter le 6 février 1943 et se fera torturer par les nazis. Juste avant son arrestation, elle aura eu le temps de faire parvenir un message codé pour avertir un père de l'Église de son arrestation, le père Paul Labutte. Le père Labutte se rend à Paris aussi vite que possible et dans les couloirs du métro, il se retrouve nez à nez avec Yvonne Aimée, qui pourtant devait se trouver emprisonnée chez les nazis. Il lui parle. Elle est habillée en habit civil. Elle l'invite à marcher et à se mêler à la foule du métro. Ils entrent dans une rame de métro à la station Gare Montparnasse. Il parle avec elle, il lui demande si elle a été libérée. Elle lui répond que non, qu'elle est à l'instant même en prison, debout devant un mur, le cou pris dans un anneau qui la force à se tenir sur la pointe des pieds. Elle est en train d'être torturée. Le père Labutte comprend à l'instant que Yvonne Aimée se trouve en état de bilocation, qu'elle se trouve au même instant dans la prison et dans le métro. Le père Labutte décrit comment il pouvait la toucher, lui parler, sentir son souffle. La présence était réelle. À la station d'Enfer Rochereau, elle sort et s'éclipse dans la foule des voyageurs. Le père est resté dans le métro et sort au terminus, église de Pantin. En prenant l'escalier pour rejoindre la surface, le père Labutte voit la porte se trouvant à mi-chemin de la montée des marches qui s'ouvre soudainement. C'est à nouveau Yvonne Aimée qui réapparaît et qui demande à l'abbé de prier pour elle. Car s'il ne le fait pas avec assez de ferveur, les nazis pourraient l'emmener en Allemagne. Et elle disparaît à nouveau devant ses yeux. Yvonne Aimée de Malétroit aura été décorée à plusieurs reprises pour ses actions héroïques. Elle recevra la Légion d'honneur des mains du général de Gaulle, qui lui aurait dit, au moment de la cérémonie, « J'espère que vous n'êtes pas en ce moment en train de recevoir une décoration de Churchill à Londres. » Un autre mystique, Satya Sai Baba, né le 23 novembre 1926 et décédé le 24 avril 2011, était un mystique indien qui a montré plusieurs fois, selon de très nombreuses sources, qu'il était capable de faire apparaître des objets et même de pratiquer la bilocation. Il était persuadé de l'unité transcendantale des religions. Il a à plusieurs reprises matérialisé des objets qui le feraient assez fidèle. Cela pouvait aller de simples bonbons à des objets précieux, mais aussi des repas entiers pour ses convives. Des investigateurs étrangers ont voulu le mettre à l'épreuve de tests scientifiques, mais Sai Baba a toujours refusé, tout en leur offrant des cadeaux qu'il faisait apparaître entre ses doigts. Des cadeaux parfois extrêmement coûteux, comme un anneau d'or et de rubis. Les chercheurs, impressionnés mais pas encore convaincus, ont redemandé à Sai Baba de se soumettre à des tests quelques années plus tard. Sai Baba aurait à nouveau refusé
et invité un des chercheurs à regarder l'anneau qu'il lui avait offert et fait apparaître quelques années auparavant. Ce qu'il fit, juste pour découvrir que cette fois, le rubis avait disparu. Le chercheur jure que le rubis était encore présent juste avant la visite et qu'en entrant, il n'avait serré la main de personne et que personne ne l'avait touché. De plus, il était impossible selon lui de retirer le rubis qui était solidement attaché à l'anneau sans plier les griffes de métal qui le maintenaient en place. Bien entendu, de tels miracles, s'ils en sont, ont été copieusement critiqués comme étant des fraudes. Mais jusqu'ici, personne n'a pu apporter de preuves dans un sens ou dans un autre. On voit avec ces deux exemples que les cas de matérialisation ou de bilocation sont, ma foi, assez courants et qu'on peut retrouver sous toutes les latitudes dans tous les groupes religieux. Et maintenant, on va voir un autre type de matérialisation, presque de la téléportation ou de la rematérialisation d'objets. Une expérience de la CIA qui a été déclassifiée en l'an 2000 et réalisée entre 1978 et 1990 montre une série d'expérimentations scientifiques menées en Chine autour des capacités de certaines personnes à faire apparaître ou plutôt à déplacer des objets enfermés dans des bouteilles en verre. Le document qui relate ces expériences scientifiques est disponible en ligne sur le site officiel de la CIA et vous trouverez le lien qui y mène sous cette vidéo. Bien entendu, ce n'est pas une preuve, mais c'est assez troublant de voir une institution de la sorte faire une étude sur des phénomènes si étranges. C'est assez difficile de mettre en doute des sources aussi prestigieuses. Bon, malheureusement, le document en ligne est d'assez mauvaise qualité concernant les photographies mises à disposition et on aimerait pouvoir avoir accès à des bons scans des photographies originales pour voir autre chose que de grosses taches informes pour que l'expérience soit un peu plus convaincante. Mais bon, passons. Il y avait deux types d'expériences. Un premier type d'expérience qui consistait à enfermer des pilules ou parfois des petits morceaux de plexiglas colorés à l'intérieur de bouteilles qu'on trouvait dans le commerce. On demandait à une personne douée de pouvoirs paranormaux de sortir ces éléments, ces pilules ou ces morceaux de plexiglas colorés à travers la paroi du verre. Donc cette personne arrivait à faire passer les pilules hors de la bouteille sans évidemment les sortir par le goulot qui était scellé. Une autre expérience consistait à enfermer des petits ressorts à l'intérieur de tubes à essai. Pour éviter que les tubes à essai puissent être modifiés par la personne qui aurait échangé ces tubes à essai avec d'autres pour faire une sorte de truc de prestidigitateur, les chercheurs ont fabriqué eux-mêmes les tubes à essai. Ils ont fondu le verre eux-mêmes et ont enfermé à l'intérieur de ces tubes, qui mesuraient une vingtaine de centimètres de long sur 4 centimètres de diamètre, ont enfermé des ressorts qu'ils ont scellés à l'intérieur du tube à essai. Ils ont donné ces tubes à cette personne et la personne douée de pouvoirs paranormaux était censée sortir les ressorts de l'intérieur de ce tube en verre. Bien sûr, elle n'avait pas accès pour qu'elle puisse mettre ses doigts à l'intérieur du tube. Les tubes étaient scellés. Et la personne a pu, à plusieurs reprises, sortir plusieurs sections de spirale de ce ressort. On voit une partie du ressort qui reste à l'intérieur du tube à essai et une autre partie qui est à l'extérieur. Des fois jusqu'à 4 sections de spirale sorties du tube à essai. Ça, c'est des phénomènes incroyables. Donc l'action sur la matière, pouvoir retirer un objet, pouvoir le déplacer, c'est déjà de la télékinésie, mais en plus de pouvoir passer une barrière physique, celle du verre. Donc c'est vraiment très troublant de voir cet effet de télékinésie et de passage au travers d'une paroi matérielle aussi dense que peut l'être le verre. Voilà, si certains d'entre vous connaissent ou savent où se procurer des vidéos, des photos de meilleure qualité que celles mises à disposition par la CIA, c'est très volontiers
que nous les relayerons ici. D'ici là, très bonne semaine à tout le monde. Ciao.